Bonjour à tous. Désolé pour ceux qui sont debout, mais voilà, Pierre Rabhi, évidemment, nous mobilise tous. Il n'est pas besoin de présenter Pierre Rabhi, donc je vais le faire. En quelques mots-clés, simplement, n'est-ce pas? Observer, réfléchir, refuser, résister, imaginer, construire, proposer, se battre, expliquer, encore et encore, agir, respecter l'autre et la terre. Monsieur Rabhi est trop grand pour que ces quelques mots en fassent le tour, mais il est au moins tout ça. Écouter, admirer, il est aussi bien sûr critiqué, c'est si facile, comme tous les hommes de premier plan qui s'opposent et s'exposent, acceptant de se mettre en danger pour faire valoir leurs idées. Mais en tant qu'ancien rugbyman, je reconnais en Pierre Rabhi un athlète dont la carrure lui permet largement de se défendre. Au-delà des idées qu'il défend, des concepts qu'il a inventés, du formidable respect de la vie, de toutes les formes de vie, végétale, animale, humaine, qui le caractérise, c'est peut-être sa modestie si rare pour un homme si grand qui me plaît tant, quand il se contente de dire de toute son œuvre et de son combat, je fais ma part. Pierre Rabhi. Merci infiniment à toi, merci vraiment. Je crois que ta présentation va m'éviter aussi de reprendre tous les détails de ma propre biographie qui est un peu curieuse, parce que je suis né dans le désert du Sahara, orphelin très tôt de mère, avec un père forgeron, et donc un destin particulier, orphelin de mère. Et en même temps, c'était l'époque où la France s'installait dans notre pays, dans notre oasis. Et tu peux augmenter le son de ouais. Découvre ce que nous ne savions pas depuis pratiquement les origines de la fondation de notre cité, c'est qu'il y avait de la houille et du charbon sous nos pieds, mais nous ne savions pas. La cité a été fondée par un thaumaturge soufi, c'est-à-dire quelqu'un qui était totalement dans la non-violence, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'islam actuel qu'on voit avec des gens qui sont violents, au contraire, il était totalement non-violent. Voilà. Donc il a créé la cité, et puis c'était une petite oasis perdue dans un grand désert, et c'est là que votre serviteur a vu le jour. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, avec orphelin très tôt. Et étant orphelin très tôt, évidemment, ça ne peut pas ne pas avoir des séquelles. Ça ne peut pas être sans conséquences. Il arrivait donc des Français dans le pays, l'exploitation du charbon. On fait que mon père, qui était un forgeron, un musicien, etc., s'est trouvé dans l'obligation lui-même de devenir mineur. Et à partir de là, nous sommes partis sur un destin particulier. Et mon père, sachant que finalement la logique et l'avenir est entre les mains des Français, vous savez que c'est des migrés de l'époque, qui ont migré partout, et puis me confie à une famille sans enfants, un couple sans enfants pour être éduqué. Et c'est à partir de là, j'ai passé d'une logique à une autre. Pour résumer les choses, par exemple, dans l'islam, on vous dit il faut surtout pas boire de vin ni manger de porc. Et quand j'allais dans ma famille d'adoption, on se régalait de saucissons. Et ma mère, qui était d'origine bourguignonne, elle était capable de siffler sa bouteille de vin sans aucun problème. Donc vous imaginez l'enfant qui, d'un côté on lui dit une chose, de l'autre côté on lui dit le contraire. Il est un peu déconcerté. Et en même temps, il y a cette situation où
la civilisation moderne se présente comme la civilisation qui doit en fait se propager dans le monde. Donc on voyait arriver les gens qui veulent civiliser au niveau de la vie, et celui qui vient pour convertir, pour transformer les musulmans en chrétiens. Et ce contexte-là, ben voilà, c'est là-dedans que je suis arrivé. Et comme je ne savais pas trop, j'avais beaucoup de mal à mettre une logique dans ma tête, surtout quand vous êtes composé de ces contradictions, c'est très difficile de mettre une logique. Je me suis mis à, dès que j'ai pu comprendre, j'ai fait des études tout à fait ordinaires, c'est-à-dire que je ne peux exhiber qu'un certificat d'études. J'ai eu mon certificat d'études, et puis après j'ai fait une année de secondaire, et puis tout s'est arrêté là. Seulement ça a mis en route quand même l'autodidacte, c'est-à-dire que j'ai continué à avoir cette curiosité et à lire des philosophes. Alors je dévorais des philosophes, et je constatais que même les philosophes ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a des philosophies. Et c'est parce qu'il y a des philosophies particulières. Oui, il aurait fallu que je fasse un stage avec Johnny Hallyday. Et donc, toutes ces philosophies contradictoires mettent en évidence le fait de la chaotisation de la pensée humaine. La pensée humaine est chaotisée avec des fragments, des opposés, etc. Il ne faut pas oublier que le monde, par exemple, qui s'est déployé beaucoup en Russie avec l'URSS, etc., s'est fondé sur une philosophie marxiste. Et la puissance de certains philosophes est quand même considérable dans leur influence sur l'évolution humaine. Et donc, je vois que les philosophes ne s'entendent pas, je vois que les religions ne s'entendent pas. Tout le monde, par exemple, les religions, toutes les religions fondamentales se disent que voilà, c'est le monothéisme. Elles affirment toutes qu'il y a un Dieu unique, mais seulement après, ça se divise. Alors il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a l'islam, et vous voyez encore des contradictions à l'intérieur de tous ces systèmes. Donc on est perdu dans un monde où on s'interroge, mais on ne sait pas trop où se trouvent les réponses. Et la seule réponse que j'ai pu avoir vraiment qui m'a finalement satisfait, c'est celle de Socrate. Très très grand homme de pensée humaine, un des grands hommes de l'humanité en termes de pensée. Et bien Socrate disait: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que nous savons quelque chose? Bien sûr, nous savons des choses. Mais est-ce que nous savons vraiment au sens, disons, transcendant de la chose? Nous sommes toujours, encore aujourd'hui, dans ces questionnements qui divisent encore l'humanité et qui continuent à faire de notre planète une espèce de monde chaotique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce que disait Gorbatchev. Gorbatchev, je crois que c'est lui, disait qu'il y avait une planète de l'espace, perdue dans l'espace, qui un jour rencontre la planète Terre. Et elle lui dit: mais ma pauvre, qu'est-ce que tu es dépenaillé, tu sens mauvais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Petite histoire rigolote, mais petite histoire réaliste. Nous sommes sur une planète splendide, et tout ce que nous savons faire, abîmer, détruire, nous entretuer, polluer, épuiser, etc. Donc, il faut que nous prenions conscience que ça ne peut pas durer comme ça. Parce que nous sommes même en train de porter préjudice aux générations qui arrivent. On est en train de rendre aux générations la vie impossible. Toutes ces questions-là, évidemment, sont à méditer pour nous mettre face à notre propre responsabilité. Et je crois qu'il est impossible que nous ne puissions pas prendre
conscience de notre inconscience, de façon à ce que nous modifions les choses. Aujourd'hui, bien entendu, on est en train de se rendre compte que le monde s'est organisé d'une certaine façon, la technologie, la science, etc. Mais qu'en fait, il y a le bien et le mal. Et on a l'impression que le mal domine de plus en plus le bien. Et en même temps, une humanité qui ne s'éveille pas, puisque quand vous voyez les budgets colossaux consacrés aux armements, des budgets colossaux consacrés à aller visiter la Lune, etc., ça vous donne une idée de l'esprit général dans lequel l'humanité est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est en phase de son autodestruction et qu'il y a nécessité véritablement de s'éveiller à autre chose. Alors qu'on croit ou qu'on ne croit pas, est-ce que la planète est vivante? Oui. Est-ce qu'elle est pensante? Je ne peux pas le prouver, mais moi je dis oui. Je ne dis pas non. Je dis qu'il y a quelque chose qu'on appelle une sémantique, c'est-à-dire un verbe qui anime tout cela. Quel miracle! Je suis jardinier inconditionnel, paysan. J'ai choisi d'être paysan, mais vrai paysan. C'est-à-dire que je ne suis pas exploitant agricole. Et ça, c'est en 1961, quand finalement, travaillant à Paris, émigré de Oran vers Paris, j'essaye de survivre. C'était en pleine guerre d'Algérie, et j'essaie de survivre. Et je cherche du boulot, et je trouve un travail dans une entreprise, Someka, qui faisait des tracteurs, des voitures, je crois, nos tracteurs surtout, etc. Et donc, je me retrouve dans un univers, disons, industriel, dans lequel j'avais une fonction, c'était celle de magasinier, les pièces de rechange, etc. Mais c'était aussi une occasion de voir quelle était là aussi la condition humaine. Et on avait l'impression, tout le temps, que l'être humain est agrégé, c'est-à-dire qu'il est immédiatement mobilisé à une logique, la logique de l'économie, la croissance, etc. Et puis dès tout petit, l'enfant, au lieu d'être éduqué à lui-même, déjà à se comprendre lui-même, et je dirais même, il faudrait qu'on mette d'une façon précoce l'écologie dans l'éducation de l'enfant. Parce que l'écologie, c'est très important, puisque c'est le berceau dans lequel et l'enfant devrait être initié dès tout petit. Je dois la vie à tout cela, et je fais partie de tout cela. Au lieu de cela, on l'éduque indépendamment de tout ça. Il y a une grande journaliste qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Cet élément extraordinaire, vital, absolument vital. Et puis voilà, il me pose des questions, et je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Imaginez que dans cette assemblée, on nous presse plus. Beaucoup d'eau, moi pas beaucoup. Mais nous sommes cela, voyez. Et pourquoi diable avons-nous créé un système qui nous coupe de cette vérité fondamentale de la vie pour organiser un système artificiel dans lequel c'est l'argent qui domine tout. La finance, je dirais, l'argent encore, ça peut être un élément de troc, ce qui est normal. Disons, on a créé un système de troc par l'argent, parce que c'était difficile pour avoir une paire de chaussures de donner deux sacs de patates. C'est plus facile quand même de donner un billet. Mais ça n'était fait que pour ça. Seulement, l'argent est devenu le lucre, c'est-à-dire l'accumulation. L'accumulation par les uns au détriment des autres. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément par l'argent, la finance, etc., au détriment d'un grand nombre qui, eux, restent pauvres. Et en même temps, dans une existence qui est, pour moi, j'ai à tort ou à raison, je pense qu'il y a une incarcération à vie de l'être humain. Et parce qu'il passe d'une incarcération à une autre. De la maternelle à l'université, on est enfermé. Et je l'appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes.
des grandes ou des petites boîtes, bien sûr. Pour s'amuser, on va en boîte, ça c'est bien. On y va comment? Dans sa caisse. Et puis vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je voulais deviner. Voilà l'itinéraire d'un être humain dans le monde moderne. Voilà. Pendant ce temps-là, la beauté est là, le lever de soleil, le coucher de soleil, le chant des oiseaux, toutes ces choses qui nous sont données gratuitement, ben, ne sont pas présentes pour les accueillir. Parce qu'il faut le produit national brut. Il faut augmenter cela. Et ce produit national brut fait rentrer l'humanité dans une espèce d'antagonisme permanent et on se détruit. L'économie qui devrait être le moyen par lequel nous survivons, c'est celui qui détruit l'humanité. Parce que par la concurrence internationale et par tous ces jeux-là. Donc nous sommes dans un monde obscur sous le prétexte qu'on est intelligent. Nous ne sommes pas du tout intelligents. Pas du tout. Si des extraterrestres nous observent, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ont une planète magnifique, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire la guerre, détruire, se massacrer entre eux, détruire la nature et tout ça. Ça, c'est pas de l'intelligence. Parce qu'il ne faut pas confondre aptitude. On peut avoir de grandes aptitudes dans le monde tel qu'il est, mais ce n'est pas l'intelligence. Parce que l'intelligence ne produirait pas des armes. C'est incompatible avec l'intelligence. Et pourquoi ça? Alors moi, je vous livre un peu ma propre croyance, parce que je pense que l'intelligence est omniprésente, totalement omniprésente. Moi, je suis jardinier et j'ai toujours été fasciné par le fait que je prends une petite graine de tomate de rien du tout, et dans cette petite graine de tomate, il y a des kilos, des tonnes de tomates, par démultiplication. Donc la vie est extraordinairement prolifique, et elle a sa propre intelligence. C'est-à-dire qu'elle fonctionne dans quelque chose qui fait que la vie est pérennisée, maintenue, et grâce à tout cela, ben, la vie a été, depuis les origines de la planète, et a été présente dans l'évolution. Sauf quand arrive l'être humain, alors là il y a un hiatus. Je me répète peut-être, mais l'être humain introduit dans ce système quelque chose qui est contraire totalement à la logique de la vie elle-même. Et nous sommes aujourd'hui en train de le constater avec tout ce que nous faisons de mal, de toxique, de mauvais, qui va à l'encontre de la vie. Donc la question se pose, est-ce que nous pouvons continuer comme ça? D'autant plus que ces pulsions ordinaires sont aujourd'hui énormément rendues efficaces par la technologie. La technologie qui devrait être une évolution formidable pour le bien, elle est aussi pour le mal. Et selon la pulsion des individus, elle peut faire le bien ou le mal. Et ça, c'est une question du choix de l'individu lui-même, en conscience. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, étant dans ce fleuve historique dans lequel on a très peu de la possibilité d'intervenir, puisque nous sommes nous-mêmes transportés par le fleuve, et vouloir faire quelque chose aujourd'hui devient très difficile pour changer le cours de l'histoire. Et il faut changer le cours de l'histoire. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, des générations qui arrivent. Ces générations, on ne peut pas leur faire hériter des dégâts que nous avons nous-mêmes produits. Donc ça se pose en termes vraiment extrêmement urgents et fondamentaux. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc à partir de là, bon, on est pris là-dedans. Vous voyez, nous sommes venus avec mon ami Xavier, Saint-Denis en bagnole. Donc on a pollué notre part. Je ne suis pas là en train de dire, moi je suis du bon côté, je suis pur. Pas du tout, je suis pris aussi, comme chacun de nous, dans cette logique-là. J'ai un frigo à la maison, on a des voitures, et dans ma famille, quand on compte la quantité de voitures, les enfants, etc., on est complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. C'est comment faire autrement, puisque
puisque ce qui a été très déterminant dans l'histoire et l'évolution humaine, c'est, vous savez, le temps dans son rapport à l'espace. Le temps dans son rapport à l'espace on était au niveau élémentaire de nous déplacer avec nos jambes, voilà, 6 km/h ou quelque chose de ce genre-là. Celui qui avait un cheval, ben, il faisait un peu plus, bien sûr, même bien plus. Et puis ça s'arrêtait là. Donc, quand on a introduit la technologie, on est passé du cheval animal au cheval vapeur. Et le cheval vapeur nous permet de nous déplacer beaucoup plus vite. Mais jusqu'à quelle vitesse? Vous êtes dans un avion qui fait je ne sais pas combien de kilomètres heure, et vous regardez votre montre, on va arriver en retard. Et on a complètement déconnecté par rapport au temps-espace. Et en même temps que le confinement des êtres humains dans des villes concentrationnelles, où l'individu doit se contenter de quelques mètres carrés pour exister, parce qu'il est dans un confinement urbain. Ce confinement urbain, comme vous le savez, qui s'est fait énormément au détriment de l'espace rural, avec des grandes migrations, si vous voulez, vers les villes, concentration urbaine et désertification de l'espace rural. Du coup, ce déséquilibre-là, aujourd'hui, pose problème parce qu'il risque de créer des fractures pratiquement irréversibles. Et il serait temps que ceux qui ont, disons, le destin des sociétés par le suffrage universel, je ne parle pas des dictatures. Quand on dit un tel dans le gouvernement fait ceci, ou le gouvernement n'est pas bien, le gouvernement, ben, il faut savoir que par le suffrage universel, nous avons quand même le choix de faire le choix de tel ou tel individu qui se présente comme responsable politique. Et quand je vois, alors il y a peut-être des Trumpistes ici, donc je m'excuse auprès d'eux s'ils sont Trumpistes, mais je considère que ce monsieur, respectable en tant qu'individu humain, n'est absolument pas habilité à faire évoluer l'histoire dans le bon sens. Parce qu'il n'en a pas le niveau de conscience. Il est dans un système mécaniste, disons, de l'organisation, avec des postures, il suffit de le regarder pour voir les postures qu'il a par rapport au pouvoir, etc. Donc tout ça monte à la tête. Et petit à petit, ben, le citoyen lui-même, puisqu'il a été élu par les citoyens, regardez M. Bolsonaro, il y a peut-être des bolsonaristes, regardez comme il est primaire. La forêt amazonienne, allez-y, détruisez. Mais il ne devrait pas avoir le droit. Il devrait y avoir, on devrait considérer la planète comme le patrimoine de l'ensemble de l'humanité, et pas le patrimoine d'un pays ou d'un autre. Parce que la planète, dans son essence, n'est pas fragmentée. Elle n'est pas née avec des frontières. Par contre, c'est le patrimoine collectif de l'humanité et il doit être respecté en tant que patrimoine de l'humanité. Et non pas en patrimoine des États-Unis, du Brésil ou d'autres choses. Et alors tout ça, on est très défaillant par rapport à cette conception que l'on doit avoir de la totalité de la vie et non pas de la vie fragmentée où chacun prend un morceau et qui est en fait, ce morceau prend de l'importance mais il est en antagonisme ou séparé du tout. Est-ce que je me fais comprendre aussi? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une universalisation à créer entre les êtres humains de façon à ce qu'on transcende l'histoire avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Je me rappelle, étant écolier, ben, il fallait d'abord, j'ai appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Il me manque évidemment la moustache blonde, enfin bon, c'est un Gaulois un peu particulier, quoi. Mais c'est ce qui m'a appris, que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et ensuite, on nous disait avec beaucoup de gloire les victoires. Hein, les victoires. Les victoires, c'était des meurtres. C'était des meurtres. Mais à l'époque, on glosait avec ça, mais on oubliait complètement que c'était des meurtres. Voilà.
Et on est dans un système dans lequel, si quelqu'un tue quelqu'un, il est en prison, mais si on vous envoie tuer, et vous avez bien tué, vous êtes décoré. Vous voyez les incohérences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui par rapport à remettre de l'ordre en rapport avec une conscience dont nous sommes dotés, mais cette conscience qui n'est pas sollicitée suffisamment pour qu'elle soit elle-même consciente. Du coup, le monde va très mal, de plus en plus mal. Le lucre prend le pouvoir et donne du pouvoir à n'importe qui dispose de beaucoup de lucre, prend le pouvoir. Elle prend même le pouvoir sur les États. Du coup, les États sont eux-mêmes obligés de s'adapter à cette confrérie des financiers internationaux. Et cette confrérie, eux, ils s'entendent, vous inquiétez pas. Mais le reste détermine évidemment une vie au quotidien de chacun de nous qui n'est pas en rapport avec ce qu'il devrait être, à savoir, nous sommes là pour jouir de la vie et pour admirer la vie, pour être vivants nous-mêmes et pour admirer la vie. C'est pour cela que nos parents nous ont mis au monde. Mais cela passe comme secondaire. On manque d'humanisme, c'est-à-dire que l'humanisme, c'est-à-dire le rapport à l'autre qui soit un rapport de bonté, un rapport de bienveillance, pour rentrer dans un tribalisme conflictuel. Et ce tribalisme conflictuel fait le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire totalement invivable. Vous êtes d'accord ou pas? Ah bah oui. Alors, quand je dis des choses comme ça, c'est pas parce que les bibliothèques sont pleines de théories. Pleines. Les bibliothèques croulent sur les théories, chacun évoque sa théorie, etc., etc. Mais en fait, on n'est pas plus avancé parce que la connaissance n'est pas forcément intelligence. La connaissance peut regarder simplement, on peut être quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Moi, j'ai des amis, c'est des vraies encyclopédies. Ils connaissent beaucoup de choses. Mais leur propre vie n'est pas pour autant affectée. Dans le sens où j'entends affectée positivement. Donc, ce qui se pose de plus en plus, c'est sommes-nous aujourd'hui capables de nous affranchir de ce que l'histoire, du traquenard dans l'histoire nous a mis pour aller vers quelque chose qui est un mode de pensée qui sort de ces fragmentations, qui crée en quelque sorte la fraternisation, qui elle seule est capable de sauver l'humanité. Sinon, tous les prétextes liés à détruire, à s'armer de plus en plus avec l'apothéose nucléaire, comme vous le savez. L'apothéose nucléaire, elle est née de l'inintelligence. Elle a nécessité beaucoup de compétences, mais c'est pas intelligent. C'est pas intelligent de faire des bombes, pas du tout. Par contre, ça nécessite des compétences considérables en termes de physique, en termes de tout ce qu'on peut rassembler sur ces questions-là. Donc, et la Terre, je suis viscéralement attaché à la Terre, donc vous savez que la Terre nourricière, aujourd'hui, est partout détruite. Partout, on voit la destruction de la Terre par la chimie de synthèse. On voit les espèces marines, la faune marine détruite aussi. Les baleines, bientôt, il ne va plus en rester. Les éléphants aussi, pour ne citer que cela. Et toute l'espèce humaine détruite pour sacrifier la vie elle-même et les réalités de cette vie aux dieux financiers. Mais la finance, on a écrit un bouquin avec mon ami journaliste, c'était les excès de la finance ou la prédation légalisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'argent, vous pouvez confisquer à l'humanité les biens qui lui reviennent. Mais c'est légal, c'est juste. Alors que c'est illégal moralement. Vous voyez? Et on est pris dans ce système-là.
dont on ne sait absolument pas quel va être le... On sait déjà, on parle d'effondrement, de plus en plus, mais l'effondrement, il n'est pas d'aujourd'hui, il y a longtemps qu'il y a l'effondrement. C'est simplement ceux qui travaillent sur l'effondrement, ils ont un mérite, peut-être pour signaler aux citoyens une dérive, mais en fait l'effondrement n'est pas d'aujourd'hui. Depuis que l'être humain existe, il est rentré en effondrement. Je vous conseille de lire un livre que j'ai demandé à Actes Sud, mes amis, de le republier, c'est La planète au pillage. La planète au pillage d'un certain Osborne. Est-ce que certains ont lu La planète au pillage? Est-ce que certains ont lu Commoner? Est-ce que certains ont lu Günther Schwab? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des consciences qui nous ont avertis depuis longtemps. La planète au pillage, saluée par Einstein, saluée par Devoto, saluée par Huxley, disant voilà un ouvrage qu'il faut absolument lire, parce que ce pauvre Osborne, il a essayé d'attirer l'attention de l'humanité sur les dérives. C'est pour ça qu'il a appelé ça la planète au pillage. Et le pillage de la planète, il n'est pas d'aujourd'hui. Toutes les grandes civilisations ont pillé la planète. Dès lors qu'on est sorti d'un système qui est le système convivial, avec une humanité, l'être humain, il n'est pas fait pour être dans une nation. L'être humain, dès l'origine, il est fait pour vivre en clan, mais à condition que le clan ne soit pas étanche et conflictuel. Mais il y a un philosophe chinois qui peut parler de la cité idéale en disant la cité idéale, c'est celle où les êtres humains se rassemblent en se connaissant mutuellement. À partir du moment où on sort de cette connaissance mutuelle, on rentre dans la nation, ben la nation est immense. Voilà. Et du coup, ça donne des choses que je viens encore de vivre. Il n'y a pas longtemps, je prends le train, Paris, gare de Lyon, Montélimar. Je l'ai peut-être dit déjà, parce que ma mémoire est un peu... Eh bien, je rentre dans le train, personne ne se parlait. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. C'est pour ça que personne ne se parle. Repérons ces contradictions. Alors que je me rappelle, quand on prenait le train, moi j'ai fait même des amis dans le train. D'où tu viens, voilà, je fais ci, je fais ça. Et on bavardait tout le long du... Et on se donnait nos adresses à la fin, surtout on se rappelle, etc. Et ça crée de la convivialité. Aujourd'hui, plus personne. Alors du coup, moi je me suis retrouvé, en plus, comme je ne pouvais parler à personne, donc je lisais plus ou moins, et en même temps je me suis trouvé paradoxalement entre deux personnes qui faisaient chacune 2 fois Pierre Rabhi. Et là, ça a tourné. Je me suis dit, quand même, qu'on paye le billet au poids et non pas à la personne. Parce que j'en ai ras-le-bol de payer, moi, mon billet comme les autres. Il n'y a pas de raison. Il faudrait passer sur la bascule, c'est pas le kilo. Je suis obligé de méditer sur ce que je pourrais. Vous voyez? Mais en même temps, dans un monde vraiment d'un silence incroyablement pénible, où finalement les êtres humains sont les uns à côté des autres, mais il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Donc tout ça par leur fascination qui est aujourd'hui, le pouvoir des écrans. Les écrans sont en train de prendre le pouvoir, comme d'ailleurs un système et une phase de l'humanité où les outils dominent leur créateur. Imaginez plus d'électricité. Plus d'électricité, plus de carburant, plus de communication, et c'est l'effondrement général. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette panne d'électricité qu'il y a eu aux États-Unis, avec les gens bloqués dans les ascenseurs, enfin, de ça. Et puis ils ont mis du temps à trouver la source de la panne, la raison. Et du coup, bon, les gens étaient bloqués. Par contre, 9 mois
mois après, on a constaté une élévation de la natalité. Comme les gens s'ennuyaient, ben, il y a quand même fait. Donc, tout ça décrit finalement l'absurdité qui, aujourd'hui, donne le canevas d'existence à l'homme moderne. Il y a des acquis extraordinaires, mais ces acquis extraordinaires sont en train de dominer celui qui les a créés. Et c'est là où on arrive à une défaillance qui est née de quoi? Moi, je pense qu'elle est née du fait de l'éloignement de la nature elle-même. Je peux parfaitement me passer de jardiner, etc. J'ai toujours dit, il n'est pas question que je ne jardine pas parce que je peux parfaitement acheter mes légumes, je gagne ma vie suffisamment, mais ce lien à la source même de la vie, qui est la terre, c'est fabuleux. Et c'est pas seulement cultiver et produire, c'est aussi tous les mystères qu'il y a derrière cette notion de ce qu'on appelle la vie et de la terre nourricière. La terre nourricière, c'est celle à laquelle nous devons tous d'être vivants. Seulement le problème, je me répète, et ça c'est mon obsession, nous sommes en train de détruire cette terre nourricière. Comme nous sommes en train de polluer l'air, polluer l'eau, etc. Donc ce qui fait que, plus que jamais, il faut maintenant penser à un nouveau paradigme qui reprend ce qui a été abandonné au départ pour l'industrialisation, et donc l'urbanisation, pour renouer avec les lois et les ressources de la vie. Chemin faisant, eh ben, notre nourriture est devenue toxique, parce que nous utilisons beaucoup trop de substances chimiques. Il y a longtemps que les gens témoignent que les substances que nous mangeons, c'est-à-dire quand vous avez une plante, vous mettez une plante dans la terre, vous semez, gros miracle, petite graine de rien du tout, et ça vous donne quelque chose d'extraordinaire. Mais la plante dans le sol, et là son intelligence. Et le sol lui-même, c'est plus du sol, c'est de la terre nourricière. Et cette terre nourricière, elle a son intelligence. Si vous saviez tout ce qui se passe dans ce monde du silence, dans ce monde où on ne voit pas tout ce qui se passe comme échange, bactéries, vers de terre, etc., tout ce travail qui se fait, mais c'est absolument prodigieux. Et c'est grâce à ça que quand vous mettez une plante dans le sol, quand vous faites pousser une plante dans le sol, ben cette plante, elle est intelligente. C'est-à-dire qu'elle va prendre des substances, tant de milligrammes de ceci, de milligrammes de cela, etc. Et elle va constituer sa nourriture, mais spontanément. Il y a des plantes qui, comme les êtres humains, ne s'estiment pas. Mais il y a des plantes, au contraire, qui s'estiment. Si vous mettez une lumineuse à côté d'une graminée, ben, je te donne de l'azote, tu me donnes du carbone, et il y a une coopération. Et quand vous avez donc dans un sol comme ça vivant, vous avez de la nourriture vivante. Et cette nourriture, du fait qu'elle est vivante, nous transmet l'énergie et de la terre et du cosmos. Parce que la plante aussi, il y a le soleil, bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y a besoin de soleil, mais il y a bien d'autres substances, bien d'autres énergies, disons, subtiles, qui participent à l'évolution de la plante. Et quand nous mettons ça dans notre corps, si on n'a pas tué tout par des cuissons qui ne sont pas adaptées, ben, nous avons ce lien ciel, terre, nous-mêmes, et nous sommes dans cela. C'est pour ça que l'agriculture écologique et biologique est précieuse, parce qu'elle rétablit en quelque sorte le lien qui préexistait et qui a été rompu par la chimie de synthèse. Et à ce moment-là, vous avez donc, comment dire, avec cette nourriture, vous n'êtes pas dans l'obligation de dire bonne chance, ou bon appétit. Enfin, vous dites bon appétit. Voilà. Autrement, la nourriture moderne, c'est bonne chance. Les choses que vous mettez dans votre corps ne sont pas bonne chance. Parce que inconsciemment, on pollue notre propre corps, inconsciemment, par une nourriture qui n'est pas vivante parce qu'elle elle a poussé sur une terre morte. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça fait partie des grandes révolutions
qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à, disons, à l'évolution de la société telle qu'elle est, où l'être humain est de plus en plus pris en otage par ses créations et en même temps de plus en plus éloigné des sources de la vie elle-même. Et si nous ne revenons pas à cela, alors on me dit vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste. Moi je dis, Bernanos disait le pessimiste c'est un imbécile triste, l'optimiste un imbécile heureux. Mais il n'y a pas être pessimiste ou optimiste, il faut être réaliste. Et le temps nous est compté, c'est-à-dire nous pouvons être réalistes. Et c'est pour ça qu'on s'obstine à dire respectons la vie, respectons, cultivons autrement qu'avec la chimie, faisons l'eau par exemple polluée, l'air pollué, la nourriture polluée, etc. Où voulez-vous que cela mène? Et aujourd'hui, ceux qui sont en avance du point de vue des connaissances, eh bien, ils constatent une dégénérescence humaine très importante, qui est maintenue. Il n'y a qu'à voir la quantité de médicaments que nous sommes obligés d'ingurgiter pour équilibrer ce qui a été déséquilibré. Et le déséquilibre, il n'est pas seulement physique, il est aussi psychique. Parce que le rapport entre le corps et la psyché sont des choses liées. Quelquefois, la psyché peut influencer négativement le corps. Et le corps peut influencer positivement la psyché, dans la mesure où parce que nous sommes une complétude, nous ne sommes pas simplement des fragments d'existence. Ce qui justifie évidemment l'écologie. Ce que je reprends, je pense que l'écologie, comment dire, telle qu'elle a été instaurée, elle est, je dirais, presque artificielle, dans le sens où cette écologie, elle est mise comme un élément subsidiaire et non pas comme une conscience. Et si nous continuons à être simplement de faire de l'écologie un élément subsidiaire, nous n'allons pas révolutionner les choses pour bien comprendre que l'écologie nous concerne au plus haut point, puisque c'est la matrice vivante à laquelle nous devons la vie. Et en faire simplement un truc politique, je ne suis pas d'accord. Je suis très ami avec Hulot, on a fait un bouquin ensemble, etc. Il l'a compris, mais c'est difficile de l'appliquer. Comment appliquer une écologie qui soit une écologie de conscience et non pas une écologie subsidiaire qu'on rajoute parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu d'écologie. Non, c'est le fondement de la vie elle-même. Et c'est par là qu'on devrait commencer, déjà. Et éduquer les enfants, etc. etc. Et rentrer dans ce grand mystère de la vie qui nous amènerait à comprendre la vie, notre propre vie déjà, à comprendre la vie, à la respecter, à l'aimer, à la défendre, etc. Et malheureusement, il y a une carence considérable à ce niveau-là, alors que c'est l'élément premier sans lequel aucun de nous dans cette salle n'existerait. Et pourquoi cet élément premier, fondamental, est considéré simplement comme une question subsidiaire? C'est parce que le matérialisme intégral a amené finalement à ne réfléchir que matière, et on ne réfléchit plus esprit. Et alors que, en fait, bon, moi je reste très attaché à ce type qui a dit il n'y a que l'amour qui peut sauver l'humanité. Il a raison, voilà. Mais je ne le fais pas avec une église ou avec quoi que ce soit, bien que je l'ai fait. Mais je pense que c'est aujourd'hui, c'est cette énergie amour. Mais l'amour, pas l'amour qui pose problème, je t'aime pas, c'est pas du tout ça. C'est je t'aime aujourd'hui, comme disaient les paysans, ça commence par Dieu soit béni et ça finit par le diable t'emporte. C'est pas ça. Parce que l'amour ne peut pas être altéré par quoi que ce soit, puisqu'il est amour. Et un amour qui produit de la haine, c'est que c'était pas de l'amour. Une poule ne peut pas produire un lapin. Donc il faut... tout cela est à rééquilibrer dans notre psyché et dans notre bout d'existence. Et je ne suis pas là pour vous donner des leçons, pas du tout, c'est simplement, je partage avec vous des réflexions. Je ne prône pas comme un maître de quoi que ce soit. D'ailleurs, ça fait à peine 1m70, donc c'est pas ça qui va amener quoi que ce soit. Mais le danger étant tel, je ne sais pas si vous connaissez cette image d'une foule qui avance. Il y a un dessin qui est intéressant. Et les gens avancent, mais ils ne savent pas qu'il y a au bout un précipice. Donc ils avancent tous. Et il y a un seul type qui remonte
excusez-moi, parce que lui, il a vu qu'il y avait un précipice, et tout le monde va vers le précipice. Et c'était très très bien décrit sur où en sommes-nous par rapport aujourd'hui à une réalité qui est une réalité dans laquelle nous sommes impliqués, dans laquelle nous n'avons plus le pouvoir. C'est-à-dire on ne peut plus orienter notre histoire, elle est programmée et on n'a qu'à l'adopter et on n'a pas le choix. D'où le besoin très important aujourd'hui, quand on voit par exemple des gens qui vont vers des alternatives, qui veulent penser autrement, s'organiser autrement. On a proposé les oasis à tout lieu et le directeur des oasis m'a appris hier que ça se développait. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire par oasis en tout lieu? C'est-à-dire qu'il y a une désertification sociale, le salariat va s'amenuiser, on voit bien, le travail devient rare, de plus en plus rare, provoque le chômage, et une fois qu'on est dans le chômage, évidemment, on est dans un pays où les dispositifs sociaux permettent d'accompagner le chômeur, mais ne peuvent pas l'accompagner indéfiniment. Il faut bien qu'un jour, il puisse marcher de ses propres. Et tout ça met bien en évidence le fait que nous sommes dans un processus de désertification. C'est pas la désertification du monde de monde. Moi, quand je vais à Paris, c'est un désert. On publie, on rouge. Voilà. Mais on n'est pas dans la rencontre, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'évolution actuelle, les États feront tout ce qu'ils pourront, mais ils n'arrêteront pas le processus de désertification, c'est-à-dire la raréfaction du travail, d'autant plus qu'on invente des machines qui remplacent très largement l'homme avec une efficacité beaucoup plus importante que l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'il reste à l'être humain comme espace dans lequel il va pouvoir, lui, agir? Donc nous sommes en fait pris comme dans un train, on ne sait pas où il va, mais il va. Et du coup, ce que j'appelle maintenant l'alternative, et je me permets de le dire parce que je répète que c'est en 61 que nous-mêmes, avec ma compagne, vivant à Paris, décidons de retourner à la Terre. Et ce retour à la Terre, évidemment, était assez singulier, parce que je n'avais pas aucune... Alors je me présente naïvement, j'avais 21 ans et donc je fais la connaissance des Cévennes par un ami, l'Ardèche, etc., par un ami médecin. Comme on était à Paris et qu'on cherchait à aller quelque part, ben, on rencontre ce médecin qui nous dit venez en Ardèche. Et quand nous sommes arrivés en Ardèche, il y avait déjà un groupe de gens qui se préoccupaient du parc national des Cévennes. Déjà. Autour de Pelé, Dr Pelé, Dr Richard, enfin, un groupe qui était soucieux de la mise en route du parc national des Cévennes pour protéger évidemment les Cévennes de la dégradation. Et nous sommes arrivés là, on serait peut-être allé ailleurs, n'importe où, là plus haut. Donc du coup, on quitte tout à Paris, nous arrivons en Ardèche, et puis sans savoir vraiment comment les choses allaient se dérouler. Voilà. Et puis on fait la connaissance de ce groupe qui se préoccupait du parc national des Cévennes, et je voudrais être paysan. Pour être paysan, je n'avais aucune connaissance, donc j'ai fait une école élémentaire d'agriculture. C'était les maisons familiales rurales, peut-être que les gens connaissent. Donc j'ai devenu père de famille, doyen des élèves, parce que tous les élèves qui étaient là, c'était plutôt des jeunes, des 16-17 ans, et moi j'avais déjà 22-23 ans. Et donc je me trouve dans ce milieu-là, et j'apprends l'agriculture pour pouvoir être reçu par le Crédit Agricole, qui me disait, nous on veut bien vous prêter, mais est-ce que vous avez fait de l'agriculture? Non. Allez apprendre, ce qui était très juste, allez apprendre et on discutera après. Et aller apprendre, ça a consisté à passer par cette maison familiale, à être ouvrier agricole. Et c'est en étant ouvrier agricole que je découvre évidemment que l'agriculture était prédéterminée par la chimie. Donc refus de cela, et je me présente au Crédit Agricole des Vence, l'agence, pour obtenir le prêt parce que nous venions découvrir un lieu. On venait de découvrir le lieu et on était
dire qu'il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin est à peine praticable, il y a plein de cailloux. C'est complètement le contraire des critères que le système a mis en place. Et je m'entends dire par l'agent des Vence, Monsieur Rabi, on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Par contre, il me sort un listing. Mais Monsieur Rabi, il y a une propriété disponible dans la vallée de Vieux, 40 hectares, irrigation, équipement et tout. Nous préférons vous prêter beaucoup plus que vous nous demandiez, que vous prêtez une petite somme de rien du tout pour vous installer dans un lieu où vous allez mourir. Moi, c'était très difficile de dire, et avec beaucoup de respect d'ailleurs, aux représentants du Crédit Agricole. Vous savez, nous avons choisi un lieu parce qu'il est beau. La beauté, on n'a rien à foutre. Pour lui, c'est comme après, plus tard. On s'est installé quand même, on nous a prêté, on avait des cautions qui nous ont permis de nous installer dans un lieu qui est beau, mais sans les avantages de la modernité, parce que la quête n'était pas comment produire, mais la quête comment trouver une vie qui soit cohérente et qui nous satisfasse le cœur aussi. Ça ne peut pas satisfaire que le porte-monnaie, incompréhensible à l'époque. Par la suite, donc nous nous installons quand même, et puis il a fallu travailler beaucoup. Je rends hommage à Michel, ma compagne, parce que il y a eu des années, on a dit c'est pas possible, on ne va pas pouvoir continuer. On n'a plus de sous, etc. Heureusement, je me suis trouvé habile de mes mains par l'héritage de mon propre père, habile de ses mains, et j'ai fait le maçon, j'ai fait tout un tas de travaux qui m'ont permis de mettre ce qu'on appelle du beurre dans les épinards et permettre d'avancer. Et en même temps, je me suis aperçu que cette habileté manuelle, une fois que nous avons acquis notre lieu, m'a permis de l'aménager, de construire, donc toute cette habileté manuelle qui est malheureusement aujourd'hui défaillante au niveau des jeunes. C'est très grave que les jeunes ne sachent pas travailler fort main, alors que les mains sont faites pour ça. Et je rêve d'une pédagogie qui intègre bien sûr la connaissance abstraite, mais aussi un atelier où on travaille sans machine pour développer l'habileté manuelle, et puis un lieu qui amène à réfléchir les élèves, pas seulement sur la question théorique des choses. Je rêve de ça. Jardin, lien à la terre, atelier, développement des mains et connaissances abstraites. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont dans les connaissances abstraites avec une aggravation terrible, les écrans. Donc il y a un décollage et de la réalité tangible, concrète, vers quelque chose qui est un monde virtuel. Et des jeunes qui aujourd'hui ne seraient pas capables de cultiver la terre, parce qu'ils n'ont rien appris. Donc il y a nécessité aujourd'hui d'un immense changement. Nous finissons par avoir notre lieu. La description est pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau courante, beaucoup de cailloux, en fait. Donc ça surprend l'agent du Crédit Agricole qui dit vous ne cadrez pas. Parce que la quête n'était pas simplement d'être paysan, c'était aussi de jouir de la beauté de la nature. Par la suite, une fois qu'on s'est installé, évidemment, vous imaginez l'effort qu'il fallait faire, les enfants qui arrivent les uns après les autres, et nous, avec la culpabilité, peut-être qu'ils vont nous reprocher d'avoir fait ce choix, de les avoir isolés un peu, bien qu'ils allaient à l'école, n'a pas été du genre école privée, école officielle. Et c'était une espèce d'appréhension par rapport à quel jugement ils vont avoir. Je les associe au témoignage. Ils ont été très heureux d'être là. Voilà. Et du coup, une fois installés, un jour, il fallait couper du bois pour se chauffer. Parce qu'il n'y avait rien d'autre, il fallait couper du bois pour se chauffer.
Alors, comme c'était quand même un travail difficile, on s'était allié avec un ami de connaissance que je fais dans un bistrot comme ça, qui lui aussi avait tenté un retour à la terre, et qui me dit je dois me chauffer, j'ai de la forêt, j'ai du bois, je dois me chauffer, mais je suis tout seul pour préparer ce bois, etc. Je lui dis mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'associer? Tu viens m'aider à couper mon bois et le ranger, organiser, et je vais t'aider moi aussi. Et comme ça, on se donne une semaine chacun. Et comme ça, on fait. Alors à l'époque, pas de tronçonneuse. Il y avait par contre, vous savez, les passes, il y avait, comment on appelle ça, ces grandes scies où on se met chacun d'un côté, on abat les arbres, on les débite, etc., etc. Et donc on procède comme ça. Et puis un jour, on a travaillé toute la journée, le résultat est visible, il y a un beau tas de pois, et puis la journée s'achève. Magnifique coucher de soleil, très très beau. Et ça, c'était une récompense extraordinaire. Et c'est beau. Et sur ce coucher de soleil, se découpait un arbre, puisque c'était l'hiver, il était dénudé, il n'y avait pas de feuilles. Donc ça faisait une dentelle. C'était magnifique, cette dentelle sur ce coucher de soleil, plein de couleurs. Et, quelle récompense! Qu'est-ce que c'est beau! Et je veux faire partager mon enthousiasme et ma jubilation avec mon ami. Je le prends par la main, tout en silence, parce que je ne voulais même pas troubler. Et je le prends par la main et je lui dis, donc ce coucher de soleil avec l'arbre, regarde, il dit il y a au moins 10 stères. Donc c'est significatif de finalement où en sommes-nous aujourd'hui. La planète est magnifique, on l'a détruite. On a la beauté est partout. On détruit tout, on pollue tout, etc. Je ne vais pas ressasser ce que j'ai déjà dit. Mais c'est simplement, moi je suis là pour témoigner, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je m'abstiens de donner quoi que ce soit comme leçon, de dire simplement voilà ce qu'a été mon itinéraire, et j'associe bien sûr Michel et nos enfants, mais au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire d'un désarroi qui n'arrête pas de grandir. Pourquoi? Parce que le chômage, on ne l'arrêtera pas. On va vous raconter tout ce qu'on voudra, on ne peut pas arrêter le chômage en multipliant les machines qui font qu'on se passe de l'être humain. Mais une fois qu'on aura produit, pourquoi? Pourquoi? Pour acheter des canons encore plus perfectionnés? Pourquoi? Et c'est grand pourquoi de ça qui m'avait inspiré, dans un désert social, créer des oasis. Et ce que j'entends par oasis, c'est des gens qui se regroupent entre eux et qui, en fait, organisent leur existence dans la réciprocité, dans la solidarité, mais pas dans le chacun pour soi. Alors ça ne veut pas dire que finalement l'être humain étant l'être humain, ça ne veut pas dire que c'est le paradis. Parce que il y a toi qui n'ai pas de défaut, hein, c'est connu. Donc il y a des défauts, il y a des gens qui doivent s'ajuster à une nouvelle vie, donc cette expérience des oasis se multiplie, mais le facteur le plus fragile, c'est l'humain, tout le temps. Tout le temps, c'est l'humain. Et si l'humain ne change pas, c'est pas parce qu'on va organiser les choses, soi-disant idéalement, qu'on va avoir une véritable évolution. Donc la nécessité de dire, c'est l'humain et chacun de nous qui doit travailler sur soi pour essayer de comprendre en quoi je peux me faire évoluer positivement. Et me débarrasser de mes peurs, mes appréhensions, de tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains difficiles, complexes et compliqués, même en couple, même en tout ce qu'on voudra. Donc moi je ne pense pas que l'évolution de l'histoire l'aurait déterminée puisse se faire si aujourd'hui, plutôt que de mettre de la matière, de la technologie, etc., c'est de dire qu'il faut maintenant que l'humain soit pris comme l'élément fondamental du changement social. Voilà où j'en suis, personnellement. Ça ne peut pas changer sans changement de l'humain.
sais pas où j'en suis du point de vue temps. Parfait. Donc, on peut passer. Enfin, je sais pas, bon, comment vous avez reçu tout ça. Mais en tout cas, prenez-le non pas pour une leçon magistrale. Je suis venu pour un témoignage, pour dire voilà ce que je dis, voilà ce que je fais. Mais je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour dire, vous m'avez demandé de venir, ben, tant pis pour vous. Alors je pense qu'on peut compléter par... moi j'aime bien qu'on me pose des questions, parce que sinon je reste un peu dans mon univers clos. Et j'aime bien quand les gens posent des questions et disent, voilà, ou un point qui n'a pas été compris. Je ne prétends pas avoir la réponse à toutes les questions, bien entendu, il y a toutes les questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, étant chargé d'être avec vous, ben, il y a peut-être des questions qui peuvent compléter de façon bénéfique et large ce que j'ai essayé de transmettre. Je vais me lancer. Oui. Qu'un simple jardinier devenu simple paysan arrive à ce niveau conceptuel et de dialectique, ça nous rend tous optimistes, je pense, sans être des imbéciles heureux. Je me pose deux questions. La connaissance, la science et la technologie ne sont non seulement pas du tout nos ennemis, bien sûr, elles nous sont indispensables. Quelle est, selon vous, leur juste place? Et la deuxième question serait, Bolsonaro, Trump, le patrimoine de l'humanité, comment imaginer une gouvernance partagée et planétaire sur le plan du patrimoine de l'humanité? La science, elle est déterminée par la conscience. C'est la science qui nous fait évoluer positivement en inventant des choses qui nous facilitent la vie, etc. Les communications, des choses comme ça. Mais c'est aussi scientifiquement qu'on fabrique des bombes atomiques, des missiles, etc. Donc, ce qui veut dire que la science en soi, ce sont des connaissances. Et il y a quelqu'un qui a dit ça, science sans conscience, je me rappelle plus il a raison. Si la conscience est positive, c'est-à-dire si nous sommes animés par le désir du bien, la science peut être très favorable. Si nous sommes animés par le mal, ben c'est la science qui fait les armes, les bombes atomiques et les destructions. Donc c'est la science en elle, elle est quelquefois neutre, mais c'est l'être humain qui détermine en ma conscience est-ce que je veux contribuer au bien ou contribuer au mal. Et quelquefois contribuer au mal, c'est justifié. Vous savez, il y a une photo que j'aime beaucoup chez Einstein, qui s'est photographié la langue dehors. Alors moi, c'est incroyable, celui-là avec cette langue dehors. Moi, j'ai interprété ça comme quelqu'un de très intelligent, qui n'est pas dupe du tout de l'humanité et qui ne se prend pas pour un dieu. J'ai interprété ça comme ça. Et j'ai trouvé que c'était magnifique que ce type-là, avec évidemment tout ce qu'il a pu traîner comme cas de conscience, parce qu'il a, évidemment, s'il n'a pas participé aussi à la bombe atomique, enfin toutes ces choses-là, toutes ces connaissances, et qui finalement s'est beaucoup préoccupé de la relativité, autant que je comprenne, et qui a, avec la langue dehors, dit tout est relatif. Ne nous prenons pas pour des dieux. Nous sommes que des êtres. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce type, parce qu'il ne s'est jamais départi de l'aspect relatif de l'être humain. De même, il se trouve que j'ai eu un grand ami, vraiment un grand ami de conscience, de cœur, qui s'appelait Yehudi Menuhin, c'est-à-dire un violoniste exceptionnel, une espèce de miracle de la vie. À 8 ans, il jouait au violon. Il faudrait 15 ans de boulot pour à peine y arriver. Il dit, miracle, comment ça se fait que ce gamin en petite culotte joue des choses
réponse. Et ben, c'était l'amour même et la modestie même, applaudi sur toute la planète, un prodige de la musique. Et ces gens-là, plutôt que de profiter de ça pour se hausser, ne cessent de se questionner, au contraire, sur l'humain, sur il a pris quand même des positions courageuses vis-à-vis d'Israël, palestinien, etc. Il s'est mouillé en quelque sorte. J'ai eu la chance de l'avoir comme ami. Et c'est là où on voit finalement des hommes qui sont applaudis sur toute la planète, considérés comme des êtres exceptionnels, et ben, ils se posent des questions fondamentales, simples, et ils en souffrent en même temps. Et ils ne sont pas seulement dans le védétariat. Je connais des vedettes, je n'en connais pas une qui soit sereine et joyeuse. Pas une. Parce que c'est pas parce qu'on est vedette qu'on vous applaudit, etc. Voilà. Donc, ce qui veut dire que cette leçon d'humanisme nous incite à dire qu'un être humain peut être brillant, comme je n'aime pas ce terme, enfin brillant, mais en même temps souffrant. Et alors, pourquoi? Parce que j'ai tout ce qu'il faut et je souffre quand même. J'ai la notoriété, j'ai l'argent, j'ai tout ce que je veux et je suis souffrant. Ce qui nous amène à bien examiner chacun de nous où j'en suis du point de vue de mon évolution propre, et non pas simplement d'une évolution qui va s'adapter, disons, à l'évolution globale. Donc il y a cette question du bonheur, elle a, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que le bonheur? Voilà. Alors c'est pas parce qu'on a 4 Mercedes, qu'on a un bon compte en banque, etc., qu'on est dans le bonheur. Donc, ça veut, je vous ai raconté l'histoire du pêcheur, peut-être, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas raconté. Mais il y a un pêcheur, il vient de finir son boulot, il fait sécher ses filets, et puis passe à monsieur, sérieux, qui regarde le pêcheur, il regarde la barque du pêcheur et il dit, monsieur, la barque là-bas, elle est à vous? Il dit, oui, vous, elle est petite. Vous pourriez en avoir une plus grande. Et après, bah, forcément, vous allez pêcher plus de poissons. Et après, vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez pouvoir vous acheter un petit bateau. Et après, bah, vous achèterez un bateau encore plus grand, vous allez embaucher des gens qui vont travailler et vous allez de plus en plus vous enrichir, etc. Et après, bah, après vous vous reposerez. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. C'est des petites questions rigolotes, mais philosophiques. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans vraiment quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes dans l'illusion de croire que parce qu'on va accumuler, bah, on ne négocie pas avec la mort. Personne ne peut négocier avec la mort. Sur cette planète, personne ne va négocier sa survie. Donc, profitons de notre présence dans la vie pour essayer de voir comment on va fraterniser, comment on va s'estimer, comment on va se rendre dans la vie joyeuse. C'est ça qui est urgent. C'est pas aujourd'hui dans cette compétition effrénée dans laquelle personne n'est content et personne n'est heureux pour finir finalement s'éteindre. C'est dommage que cette société ne prenne pas en charge le fait que par l'éducation, par le rapport féminin-masculin, comment se fait-il que le féminin soit subordonné au masculin? Il n'y a aucune raison. Aucune. Féminin et masculin sont les deux éléments qui... Moi, figurez-vous que bon, je suis avec Michel, nous avons eu 5 enfants. Ben, il y a des moments où j'étais jaloux. Parce que le rapport, si l'enfant était conscient et dit, de toute façon, il y a un de tes parents qui doit partir, eh bien, je ne choisirais certainement pas le père. Parce que la mère, le lait, il y a un lien viscéral entre l'enfant et la maman. Donc le féminin. Le père, il peut disparaître, ça n'a pas beaucoup d'importance. La mère disparaît, alors là, ça devient une crise.
sérieuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas pour dire une chose, c'est simplement, je prêche pour que le féminin et le masculin soient deux éléments qui sont reconnus et non pas la subordination universelle du féminin. Je vois vraiment pas pourquoi. Voilà. Je vois beaucoup travailler beaucoup dans un certain nombre de villages en Afrique et ailleurs. Ben, il y a des villages où on voit des mamans seules, le père est parti avec d'autres, avec une autre femme, etc., etc. Et donc ça crée des petites tragédies locales avec l'enfant, évidemment, qui est l'enjeu et qui finalement pousse dans un déséquilibre. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que ce serait possible de nourrir l'humanité sans chimie? Est-ce que ce serait possible de nourrir l'humanité sans chimie, sachant que dans les villes, on a entre 1 et 3 semaines d'autonomie alimentaire à tout casser? Est-ce que le fait de produire sans chimie permettrait d'assurer une continuité et une certaine sécurité? Est-ce qu'il y aurait la même sécurité sans chimie qu'avec? Est-ce que c'est possible au niveau de la quantité? Très bonne question, et j'affirme que oui. Mais à la condition, évidemment, parce que la chimie, évidemment, il y a eu une mutation, disons, de l'agriculture. Depuis les origines, les êtres humains font de l'agriculture. C'est pas d'aujourd'hui. Et ils n'ont jamais fait avec la chimie. La chimie, c'est quelque chose qui est intervenu il y a à peine un siècle et demi, mettons, où on a amené des engrais chimiques, des nitrates, etc., pour produire. Mais auparavant, les êtres humains ne connaissaient pas ces substances. C'est pas pour autant qu'ils sont morts de faim. Et je dirais même qu'il y a une aggravation de la faim dans le monde parce que la surproduction par la chimie a inhibé la productivité de toutes ces communautés. Alors il s'est passé une chose, par exemple, là, c'est que où j'ai connu évidemment les premiers moments où je me suis impliqué dans l'agriculture, j'ai proposé l'agriculture écologique. Parce que qu'est-ce que j'ai constaté? Ben, j'ai constaté que les paysans avaient été transformés en petits exploitants et que le temps qu'ils passaient à travailler la terre pour se nourrir était un temps qui a été consacré à la production exportable. On les a tués. C'est eux qui fournissaient la matière première à des trosses. Ils étaient fournisseurs de matière première, que ce soit le cacao, que ce soit le café, que ce soit les arachides, que ce soit tout ça. Ces paysans ont été mobilisés parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'on pourrait appeler la logique de l'argent. Et à partir du moment où ils sont rentrés dans la logique de l'argent, il s'est créé des coopératives qui ont demandé à tous ces paysans d'amener leurs récoltes en les orientant sur des récoltes exportables, et on les a tués. Parce que le temps qu'ils passaient à produire pour faire de l'argent, c'était le temps à soustraire qu'ils faisaient pour se nourrir directement. Alors, comme ça s'est passé même ici, je veux dire, on travaille, on produit de l'argent, et ensuite on achète la nourriture. Alors eux, ils allaient directement à leur nourriture. Et dès qu'ils sont rentrés dans la logique de l'argent, ça les a tués. Exode, donc mon fils, il n'y a pas d'avenir, ici, 20 ans, les villes ont grossi, mais de chômeurs, de gens naufragés dans le système. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a fait, nous, je vous invite, si vous voulez vous intéresser à cette question, puisque j'y étais impliqué, j'ai écrit un ouvrage pour expliquer comment on a fait avec l'organisation Point Mulhouse, qui était une association qui avait eu le culot d'avoir une compagnie aérienne, une simple association. Compagnie aérienne, c'est incroyable, un vrai miracle. Et cette compagnie aérienne, elle a constaté que finalement, le transport par avion était très élitiste. C'est-à-dire que ne pouvaient prendre l'avion que ceux qui avaient du fric. Et donc, ils ont créé une association qui s'appelle le Point Mulhouse, compagnie aérienne associative, et qui desservait des pays, surtout essentiellement le Burkina Faso, pauvres, n'ayant pas les moyens d'avoir des avions importants. Et c'est pour ça qu'ils ont désenclavé et les gens ont pu, les Africains et d'autres,
retourner au pays parce que le tarif du billet d'avion était accessible. Ensuite, il y a des gens qui ont dit à ce tarif-là, les Européens ont dit à ce tarif-là, ben moi aussi je vais aller au Burkina Faso. C'était encore la Haute-Volta. Est arrivé beaucoup de monde, parce que c'était vraiment une disposition politique qu'ils avaient pris, énormément de gens arrivés, des Européens à ce tarif-là, moi je vais payer un voyage, etc. Donc il y a un flux touristique très important, mais le pays n'avait pas prévu ce flux touristique. Il a fallu donc créer des infrastructures pour pouvoir accueillir ce flux touristique. Et ça a été ce qu'on appelle des campements hôteliers. Donc un dans le nord, dans la partie sahélienne, semi-aride, ils ont créé donc ce lieu pour pouvoir permettre aux voyageurs d'aller visiter le Sahel, etc. Seulement, ces voyageurs venaient dans le campement hôtelier en plein désert, ou disons une zone semi-aride, et ils festoyaient au milieu d'une population qui crevait de faim. Les journaux se sont emparés de ça, en disant comment le point Mulhouse, qui prétend être généreux, etc., il fait venir des gens riches pour festoyer au milieu de la misère. Donc, le point qui avait un certain prestige s'est mis à dégringoler dans l'opinion. Et un jour, je les vois arriver chez moi et disaient voilà, ça fait 2 ou 3 ans que tu travailles là, on a cette patate chaude, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je leur dis oui, ben, vous avez fait l'erreur de laisser venir des gens qui ne pensent pas à eux, qui festoient, ou du désert, qui vont chasser, qui vont, etc. Il faut changer les choses et donc il faut pas arrêter le visiteur ou le tourisme, mais à la structure touristique, il faut rajouter une structure de formation des paysans. Ainsi, je voyage, mais l'argent que je laisse, je sais que cet argent, il n'est pas réservé simplement à une élite de marchands de bijoux, je ne sais pas quoi, mais il participe à faire développer, à aider la pauvreté, enfin aider les gens pauvres à sortir de la pauvreté. Et c'est comme ça qu'on a créé le centre agroécologique et en même temps centre touristique. J'ai consigné toute cette aventure dans un ouvrage que j'ai appelé Le front au crépuscule. Je l'ai dédié aux femmes parce que j'ai vu que les femmes étaient les réelles qui portaient la société africaine, c'est surtout les femmes. Et j'étais extrêmement touché par ça. La femme levée, j'ai vécu dans les villages, la femme première levée, elle laiter les enfants, piler le nid, préparer le déjeuner, préparer la nourriture, etc. Pendant monsieur, c'est pas mal, il se dort. J'ai vu cette analogie de femmes qui donnaient toute leur vie. D'ailleurs, l'homme, s'il n'est pas d'accord, il s'en va avec une autre femme. Et j'ai vu cette injustice qui m'a ulcéré. J'ai dit, je l'ai dit, mon bouquin est dédié aux femmes, parce que ces femmes sont véritablement les portées de la société. Et ce livre, publié par l'Harmattan, a reçu le premier prix je ne sais quelle année du ministère de l'Agriculture, parce que ce que j'exposais, c'était le fait que les paysans doivent pouvoir d'abord répondre à leurs besoins nutritifs comme ils l'ont fait, et se libérer du joug de l'argent et de toutes ces coopératives qui ruinent les gens. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. On va prendre une dernière question peut-être, parce qu'effectivement, le temps court, mais j'avais dit tout à l'heure que si vous souhaitiez poser des questions à Pierre Gravi, que vous n'avez pas le temps de poser ici, vous nous les envoyez sur notre adresse internet et qu'on les lui communiquera. Oui, volontiers. Parce que les questions m'amènent aussi, on s'entraîne, je ne suis pas dans la prétention de répondre à tout, de savoir tout. Mais quelquefois, les questions me sont très utiles parce qu'elles finalement, elles ont trait à des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Et comme j'aimerais qu'il y ait quelque chose d'un peu large, etc., ces questions me sont bénéfiques parce que finalement,
penser à des choses auxquelles je ne pense pas. Donc merci vraiment de le faire. Et je tâcherai, donc, même on peut en faire un bouquin, j'en sais rien. Ben oui, ça peut aussi constituer un bouquin. Une question importante, on entend très peu parler. Micro. Je peux parler plus fort, ça ne me gêne pas. Claude Bonneau, de l'association avec Permaculture et Groupe d'évolution, on est à Allègre-les-Fumades. J'entends très peu parler de la place de l'arbre sur cette planète. Oui. Pour vous dire pourquoi j'en parle, j'ai reçu M. Dumont, Oui. ici, il y a quelques années, en 1972. Oui, j'ai bien connu. J'ai reçu également M. Mittler, que vous connaissez bien. Monsieur? M. Mittler, il fait partie des petites maisons qui sont construites là-bas. Oui, oui, oui. Il doit pas loin de 80 ans. C'était le maître de la macrobiotique en Europe. Il guérissait déjà plein de gens, simplement pour le changement alimentaire. Et puis il y a une petite philosophie qui était derrière. J'ai commencé comme ça. On n'entend rien là. On n'entend rien. La question, même moi j'ai du mal à... Ma question est simple. Est-ce que vous avez pris conscience de la place de l'art? Voilà. Ça sera plus confortable pour tout le monde, et pour moi aussi. Monsieur Rabi. Oui. Simplement, la question est toute simple. Est-ce que vous avez pris conscience, j'en entends très peu parler dans tous les discours autour de moi, de la place de l'arbre dans les changements à venir? L'arbre a toutes les solutions au changement et pratiquement gratuitement. Vous prenez n'importe quoi ici, posez une question, pollution, nourriture, l'eau, le refroidissement, on a tout. Est-ce que vous pouvez en parler 2 minutes ou pas? De l'arbre. De la place de l'arbre dans l'évolution de notre planète aujourd'hui qui a réuni toutes les solutions. Oui, oui, parce que l'arbre a un rôle immense dans l'évolution. Et malheureusement, l'arbre est devenu, de par la désertification, vous savez, il y a des civilisations qui ont émergé, etc., mais elles le doivent aussi à la déforestation. L'être humain a beaucoup déforesté depuis longtemps. Depuis longtemps, on coupe les arbres, on déforeste. Et encore aujourd'hui, regardez ce monsieur Bolsonaro qui dit la forêt amazonienne, mais allez-y. Seulement aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a dans le temps où les gens devaient suer pour couper un arbre. Aujourd'hui, vous avez des trucs monstrueux. J'ai vu ça, je n'osais pas regarder ça. Énorme sécateur. Il n'y a même plus besoin de scie. Vous avez des sécateurs monstrueux qui, clac, coupent l'arbre comme ils coupent, je ne sais pas quelle petite branche, etc. Et la pulsion encouragée par la politique, c'est pour ça que j'en veux à ce Bolsonaro, parce que derrière tout ça, il y a évidemment tous les intérêts des gens qui voudraient faire disparaître la forêt pour faire du soja, enfin je ne sais pas quoi, les bénéfices. Eh bien c'est extrêmement répréhensible. Et il serait temps que l'humanité reconnaisse que les nations n'ont pas le droit de toucher au patrimoine qui concerne l'humanité tout entière. Je suis concerné. Quand on coupe des arbres dans l'Amazonie, je suis concerné. Et en plus, les autres créatures, parce qu'il n'y a aucune raison. L'être humain se proclame le roi de la vie, de vie et de mort sur toutes les autres créatures. On s'amuse en tuant, enfin, etc. Où allons-nous avec tout ça? Donc, évidemment, l'arbre. D'ailleurs, j'ai écrit un texte vraiment qui a été pour moi un texte de méditation sur l'arbre, où je pense qu'il est extrêmement important. Et aujourd'hui, on pourrait par exemple mettre en route des chantiers de reboisement. Il y a des espaces dénudés. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de candidats. On dit, tiens, il y a une désertification à l'endroit. Eh bien, pourquoi ne pas mettre en route? Venez reboiser. Et je vous assure qu'il y aurait du monde. Parce qu'il y a une affection interne à l'arbre, même si elle n'est pas bien définie. L'arbre, c'est un frère extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai déliré un peu poétiquement sur l'arbre, parce que je considère que voilà, c'est là que les oiseaux nichent, c'est là. Vous savez qu'en termes d'énergie, l'arbre
disons, s'enfonce dans le sol, il prend l'énergie du sol, l'énergie tellurique, et il la relie à l'énergie cosmique. Il est du cosmos et il est de la Terre. C'est quelque chose qui relie énergétiquement et ça a été parfaitement démontré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'engage pas, par exemple, tout un mouvement de reboiseurs, de gens qui reboisent, avec évidemment des conventions passées avec les propriétaires qui disent, ben voilà, si vous voulez refaire de la forêt, vous m'aidez, etc. Et puis il y a des espaces dénudés partout, il y a des boisés, et on part sur le principe de l'humanité régénérante, et non pas l'humanité destructrice. Il faut maintenant passer à cette humanité qui fait du bien.